Au Moyen-Âge, l'approche officielle de la sexualité est prédéterminée par la religion, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou juive. Celle-ci agit comme un régulateur des relations sexuelles basées sur la morale. Ainsi, la religion, en l'occurrence le christianisme pour l'Occident, a déterminé et diffusé 2 types de sexualité. La licite, celle qui était permise, et l'illicite, celle au contraire interdite, tout comme le péché, mais pas pour autant inexistante dans la pratique quotidienne. Ainsi, pour tenter de réglementer la sexualité, l'Église s'est efforcée de tout détailler, depuis les positions autorisées jusqu'au jour où le sexe pouvait être pratiqué, et avec la bonne personne s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, le sexe était un acte pécheur et ne pouvait être pratiqué que dans un but de procréation. Les ouvrages bien connus de l'époque, comme le Décret de Gratien, un moine qui enseignait la théologie à Bologne au XIIe siècle, font référence au principe selon lequel l'activité sexuelle n'était licite que dans le cadre du mariage, à condition que les rapports sexuels soient uniquement destinés à la procréation. Conséquence inéluctable, tout plaisir mondain conduisant à la luxure ou à la lascivité, et en fin de compte au plaisir, était irrémédiablement sanctionné. Ainsi, les relations sexuelles extraconjugales n'étaient pas seulement une cause de péché, mais aussi une accusation criminelle. Cette idée a été corroborée lors du 4e concile du Latran en 1215, où le mariage a été sacralisé, étant défini comme monogame et indissoluble. Tout comportement sexuel hors mariage ou contre nature fut ainsi dénoncé à l'époque. En somme, la morale religieuse se préoccupait intensément du contrôle de la sexualité, transmettant ses préoccupations à la société par le biais de codes normatifs strictement réglementés. Toute transgression dans ce cadre révélait en conséquence aux yeux de la société un comportement pécheur. Concernant les viols, la plupart avaient généralement lieu dans la sphère conjugale et étaient bien souvent tus entre les murs de la maison. D'autres, cependant, échappaient aux barrières domestiques et faisaient partie de la vie publique. Si cette morale sexuelle s'appliquait indifféremment aux hommes et aux femmes, ces dernières se devaient de rajouter à leur exigence morale celle de la chasteté. En effet, la chasteté féminine définissait la renommée des femmes, non seulement pour elles, mais aussi pour les hommes de leur famille, que ce soit un mari ou un père. Par conséquent, le fait d'être chaste pour les femmes, déterminant leur honneur et leur renommée, faisait automatiquement l'objet d'une surveillance stricte jusqu'au mariage. Ainsi, pour analyser le cadre contextuel du viol, à la fin du Moyen-Âge, il est essentiel d'aborder les termes d'honneur et de renommée associés à la sexualité féminine. L'honneur et la renommée étaient des notions qui échappaient à la sphère privée. Il s'agissait donc d'une condition publique déterminée par le regard que la communauté portait sur une personne. Pour le meilleur ou pour le pire, cette image était donc conçue par des personnes extérieures. L'apparence publique était ainsi essentielle pour créer une bonne réputation dans la société. En conséquence, dans cette lutte pour l'apparence, la sexualité des femmes et l'imaginaire du corps féminin étaient étroitement liés. Les femmes étaient en effet considérées comme des sujets appartenant aux hommes qui en avaient la garde et qui au final étaient les premiers responsables de leur bon ou mauvais comportement. Et si un mauvais comportement a été constaté, eh bien c'était moralement aux hommes de corriger l'action de ces femmes immorales. Par exemple, si une épouse était soupçonnée d'adultère, son mari, pour ne pas accroître son déshonneur public et son infamie, devait appliquer la correction maritale. Une correction pouvant aller jusqu'à l'assassiner, ce qui était légitime à l'époque. Un terme existant même dans ce cas-là, celui d'uxoricide. En quelque sorte, une forme spécifique de féminicide. Dans les structures de la société de la fin du Moyen-Âge, la renommée était si importante qu'elle conditionnait le statut social des gens. Par conséquent, comme il s'agissait d'un élément public et superficiel par lequel les gens étaient jugés, des manipulations étaient souvent utilisées pour créer une bonne apparence extérieure. Ainsi, lorsque les femmes étaient éclaboussées par l'infamie, elles mettaient en place des mécanismes pour cacher ce déshonneur. Elles utilisaient alors la tromperie, la dissimulation ou bien le silence, des stratégies afin d'éviter de tomber dans le discrédit et la marginalité. La mauvaise réputation des femmes
étaient donc souvent étroitement liées à leur sexualité, raison pour laquelle un élément essentiel de la bonne réputation des femmes était leur virginité. Ainsi, cette qualité, dirons-nous, était considérée comme une valeur que les femmes chérissaient et qui ne serait donnée aux hommes qu'après le mariage. La virginité n'appartenait donc pas seulement à la femme, mais aussi à son futur mari. C'est pour cette raison que le contrôle parental de la virginité des filles jusqu'au mariage était l'une des principales tâches du père. Une tâche qui montrait clairement l'importance accordée à la préservation de la virginité des filles, et ce, pour l'honneur de la famille entière. Garder la virginité intacte était donc un lourd fardeau qu'une femme devait porter jusqu'au moment de se marier, sans quoi cela pouvait rejaillir sur sa propre famille. En effet, la perte de la virginité, volontaire ou non, pouvait avoir des conséquences très graves pour les femmes de l'époque, comme l'abandon socio-économique par exemple. Ces conséquences se répercutaient également sur les hommes de la famille, car étant des sortes de tuteurs, ils étaient responsables des actes féminins. Par conséquent, dans les législations médiévales, la perte de la virginité contre la volonté de la femme était sévèrement punie, même si pour cela, il fallait réussir à le prouver au préalable. L'analyse du viol à la fin du Moyen-Âge doit commencer par la terminologie utilisée à l'époque pour ce cas spécifique d'agression sexuelle. À partir du XIIe siècle, les coutumiers firent du viol l'un des crimes qui devaient être punis de mort, mais qui au final était toujours confondu avec l'enlèvement d'une femme, puisqu'il était bien souvent désigné par les mots rapt, rat ou race. Les rapts d'épouses étant, il faut le préciser, largement répandus tout au long du Moyen-Âge, le crime de rapt et celui de viol restant donc inextricablement liés. Dans la seconde moitié du Moyen-Âge, le viol, terme qui n'apparaît qu'au cours des XVIe et XVIIe siècles, est également désigné par le mot efforcement, le verbe efforcer étant utilisé jusqu'à la fin du XVe siècle, même si le verbe violer était déjà employé à la fin du Moyen-Âge. Et pour cause, les coutumiers des XIIIe et XIVe siècles offraient déjà une définition assez similaire à celle d'aujourd'hui. Il s'agissait en effet d'un rapport sexuel, une pénétration donc forcée contre le consentement de la victime. Cependant, pour que l'acte puisse constituer un viol, il fallait que la victime ait tenté de s'y soustraire par ses gestes ou bien par ses cris. À l'époque médiévale, on en est même venu à parler de corrompre la virginité pour désigner la cause directe du viol des jeunes femmes. Une fois la loi écrite, que pouvaient faire les victimes pour dénoncer l'agression? Immédiatement, il leur était demandé d'apporter la preuve que l'acte n'était nullement consenti. Ainsi, toute procédure de plainte s'accompagnait d'une autre procédure visant à prouver que la femme n'avait pas consenti à l'acte. L'hypothèse à l'époque était que les femmes, par leurs conditions supposées féminines, inséparables d'une nature lascive, auraient pu susciter chez un homme un désir sexuel dont il n'aurait pu se détacher. Une grande partie de la production littéraire de l'époque corroborait d'ailleurs cette pensée chrétienne largement répandue. L'une des plus célèbres était le Malleus Maleficarum, ou marteau des sorcières, datant de 1487. Un traité de persécution de la sorcellerie qui reflétait la mentalité selon laquelle le corps féminin était un objet de lubricité et de provocation, ainsi que de tentation charnelle pour les hommes. En conséquence, si l'on supposait que les femmes étaient provocatrices et encourageaient le péché charnel chez les hommes, quelles étaient donc les possibilités d'action de la victime après un viol? En général, cet acte déclenchait deux types d'attitudes, celle de la dissimulation ou bien celle de la dénonciation. La première voie empruntée à la suite des règlements à l'amiable était la dissimulation ou la mise sous silence de l'agression. En effet, de nombreuses femmes victimes de viol n'osaient pas porter plainte. La raison, ne pas ternir leur honneur et celui de leur famille. L'une des solutions les plus courantes dans ces cas-là était le mariage forcé entre l'agresseur et la victime. Les familles concluaient ainsi des pactes bilatéraux en marge de la loi. Cette mesure n'était pas approuvée par l'Église dans les premiers siècles du Moyen-Âge. Cependant, dès la fin de l'époque médiévale, elle fut envisagée comme une solution valable, et ce type de mariage devint monnaie courante, union où finalement chaque partie était plus ou moins gagnant. La dénonciation du viol constituait une autre voie d'action pour les victimes après un viol.
En se présentant au tribunal, la procédure commençait par vérifier impérativement le consentement éventuel de la victime. S'il y avait un indice supposé qu'elle n'avait pas manifesté son refus absolu, dans ce cas, le viol n'était pas punissable. Raison pour laquelle on exigeait des preuves solides du caractère violent de l'acte, de l'opposition de la femme ou bien de la rapidité avec laquelle l'acte avait été dénoncé. Afin de vérifier le degré de violence, les femmes pendant le viol devaient crier et se défendre pour montrer leur refus, obligeant ainsi le violeur à utiliser la force pour la maîtriser. Ce n'était qu'ainsi que l'acte pouvait être qualifié de criminel. À cet égard, la victime devait se plaindre aux premiers hommes qu'elle rencontrait après l'agression et montrer des signes de violence et de résistance. Un ouvrage en particulier montrait bien à quel point dénoncer un viol était un véritable parcours du combattant, ou plutôt devrais-je dire, de la combattante. Les coutumes de Beauvaisis, écrit à la fin du XIIIe siècle par Philippe de Beaumanoir, un bailli du nord de la France, en l'occurrence un officier qui rendait la justice au nom du roi, servait ainsi de sorte de registre de base en lien avec la jurisprudence des règles du pays. Il avançait que pour qu'il y ait viol, il fallait absolument que la victime soit de bonne réputation, qu'elle ait crié, que ses vêtements aient été déchirés, qu'elle présente des traces de coups et que le crime ait été pris en flagrant délit. Autrement, on estimait bien souvent qu'elle était consentante. À signaler que l'examen gynécologique était pratiqué depuis le XIIIe siècle, dans le cadre de poursuites pour viol, mais il devait être réalisé très rapidement pour être considéré comme fiable. Et il n'avait d'utilité que si la victime était vierge, la déchirure de l'hymen constituant la preuve. Les témoins oculaires étaient rares, et les accusés refusaient presque systématiquement d'avouer. Au mieux, ils se contentaient de confirmer une relation charnelle avec la victime tout en évoquant son consentement. Durant le Haut Moyen-Âge, le viol n'était pas encore un crime à part entière. Il était le plus souvent présent dans les codes dits barbares en tant que circonstance aggravante du raptus, c'est-à-dire le fait d'enlever une femme contre le consentement de ses parents, la plupart du temps pour donner lieu à un mariage forcé. C'était par exemple le cas dans le code burgonde, dit loi Gombette, rédigé vers 535 après Jésus-Christ. Les viols avérés étaient punis de plusieurs façons au Moyen-Âge. Dans le cas d'un viol sur une vierge, par exemple, considéré comme un crime impardonnable, c'était bien souvent la peine capitale qui était prononcée. À l'époque, cela signifiait généralement la pendaison, direction la potence. D'autres châtiments existaient aussi, comme le bannissement. Quand l'affaire était réglée en privé, également un arrangement pouvait être trouvé, et ce, suivant la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En Angleterre, avec les lois Bracton du XIIIe siècle, cela voulait souvent dire que le coupable devait passer carrément par la case castration. Cependant, il faut bien reconnaître que ces sentences étaient rarement appliquées. Pour finir, évoquons ensemble le fameux droit de cuissage, qui a fait tant parler, que ce soit dans les œuvres littéraires ou bien au cinéma. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais ce droit de cuissage n'a jamais existé. En effet, c'est une invention du XVIIe et surtout du XIXe siècle. Elle date d'une époque où l'histoire de France est en train de s'écrire, parfois de manière très anarchique. À une période où la France connaît des révolutions, 2 empires, plusieurs monarchies, ainsi que 2 républiques. Alors quand on est républicain ou bonapartiste à l'époque, pourquoi ne pas utiliser cet odieux droit de cuissage pour jeter l'opprobre sur l'Ancien Régime, la société féodale barbare, odieuse et ignoble? Eh bien c'est ce qu'ont fait bon nombre d'auteurs, à commencer par le célèbre historien Michelet. Reste que le droit de cuissage est effectivement attesté au XIIIe siècle dans un texte intitulé « Le conte des vilains de Verson ». Ainsi, un passage l'évoque clairement. « Jadis, il advint que le vilain conduisait sa femme par la main et la livrait à son seigneur. » À noter qu'en 1247, au moment de la rédaction du conte, cette coutume est présentée comme disparue. Quelques lignes auparavant, l'auteur précise toutefois son remplacement par une taxe au nom équivoque, le droit de culage. Effectivement, si certains seigneurs ont pu parfois revendiquer ce droit de coucher avec leur sujet, ce n'était pas forcément pour en user, mais plutôt pour gagner quelques sous de plus. Leur raisonnement étant le suivant, puisque ce droit existait autrefois, en contrepartie de cette renonciation, ils exigeaient à la place une taxe, d'où par exemple ce fameux droit de culage évoqué précédemment. Selon l'historien Alain Bourreau, le droit de cuissage est bel et bien un mythe,
que les anciens se plaisaient à répéter comme une rumeur. Il avait d'autant plus de succès qu'il éveillait les fantasmes sexuels, s'accordant parfaitement avec l'idée d'une forte domination masculine dans les anciens temps. Pourtant, force est de constater que rien à ce jour ne prouve que cette coutume ait réellement existé au cours de l'époque médiévale. La seule position sexuelle que l'Église catholique considérait comme légale était le missionnaire. Et pour cause, l'Église catholique pensait que le missionnaire était la seule position qui ne risquait pas de brouiller les rôles des hommes et des femmes ou de mettre l'accent sur les aspects agréables de l'acte, le sexe étant considéré par la religion comme un moteur de procréation. En conséquence, le missionnaire était la seule position dite naturelle. Tout le reste était impur et vous conduisait directement en enfer, enfin selon les dogmes de l'Église catholique, qui imposait à l'époque un contrôle féroce sur tous les aspects de la vie privée et publique des croyants. Au XIIIe siècle, néanmoins, la morale s'étant un peu relâchée, on retrouve à cette époque un classement élaboré par le frère dominicain allemand Saint Albert le Grand, dans lequel les positions sexuelles étaient notées selon leur niveau de dépravation, du missionnaire acceptable à la levrette dépravée. Le sexe par derrière, si l'on peut dire, était alors considéré comme une bestialité, les pratiques orales et anales appartenant à la catégorie de sodomie en vertu de la définition biblique. Les relations sexuelles avant le mariage étaient interdites. Vous le savez, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, dans de nombreuses religions et cultures. Sauf qu'à l'époque médiévale, si vous étiez surpris en train d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, eh bien vous étiez tout simplement passible d'amende. En conséquence, les enfants conçus hors mariage étaient également considérés comme la conséquence d'un comportement immoral. À noter cependant qu'à la fin du Moyen-Âge, tous les couples n'étaient pas forcément tous mariés. Avant le Concile de Trente, 1545-1563, il existait en effet d'autres formes de cohabitation provisoire ou définitive entre hommes et femmes, même si elles étaient condamnées par l'Église, à l'instar des relations adultères, de la bigamie, du concubinage ou bien d'une seconde union après séparation. Petite précision, c'est l'infidélité de la femme mariée et non de celle de l'homme qui fondait l'adultère, en raison des enfants illégitimes introduits dans le foyer. Le terme adultère s'employait d'ailleurs quasiment exclusivement pour les femmes. Quant au concubinage, celui-ci était étonnamment fort répandu. Il n'était pas rare en effet de constater que des clercs vivaient en compagnie d'une concubine, comme mari et femme, avec aussi parfois des enfants au milieu du couple. Pour de nombreux jeunes gens de milieux défavorisés, c'était également un choix provisoire dans l'attente de faire un vrai mariage. Dans la plupart des sociétés, le pouvoir est basé sur l'expansion démographique et le renouvellement des populations. Le simple fait pour un couple de ne pas réussir à avoir d'enfants était ainsi condamné. L'impuissance était de ce fait vécue comme un véritable fléau social, surtout pour les femmes qui subissaient les conséquences de l'absence de procréation, en plus de vivre dans une société misogyne et patriarcale. Et pour cause, celles considérées comme stériles étaient condamnées à être répudiées sans pour autant remettre en cause le rôle éventuel du mari. La notion d'impuissance est d'ailleurs retrouvée dans les textes de saint Paul sur le mariage. C'est en effet ce dernier qui dit, expressément, je le cite, « que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que sa femme fasse de même envers son mari. » Et à l'époque, tenez-vous bien, les mécanismes de l'impuissance étaient expliqués non pas par la science, mais plutôt par le biais de phénomènes magiques et surnaturels. L'Église, les magistrats et le peuple y verront les faits de force satanique, pensant que des personnes possédaient bel et bien le pouvoir magique de frapper d'impuissance les jeunes époux, en nouant par exemple l'aiguillette. En effet, les braguettes de l'époque étaient nouées avec des aiguilles et on pensait qu'en nouant un cordon tout en prononçant des formules magiques, on pouvait de ce fait frapper un homme d'impuissance. Ces noueurs de braguettes, si l'on peut dire, non contents d'être des adeptes du tricotage, pratiquaient en parallèle une cérémonie en récitant des incantations tout en effectuant leurs nœuds sur une bandelette de tissu. Cependant, c'était une pratique assez risquée, car les personnes reconnues coupables de ce maléfice étaient généralement condamnées à mort. Une autre pratique consistait, elle, à faire ingérer à l'époux toutes sortes d'herbes maléfiques, dont la laitue.
Incroyable mais vrai, on pensait à l'époque que la laitue était à ce point maléfique qu'elle empêchait l'homme d'accéder à la jouissance amoureuse s'il en consommait, allant même jusqu'à le rendre impuissant. La laitue était pour cette raison bannie dès l'Antiquité des banquets rituels réservés aux hommes des cités grecques. Quoi qu'il en soit, cette crainte de l'impuissance, par malédiction, a conduit carrément certains mariages à être prononcés de nuit, et ce sans témoin. L'impuissance était au Moyen-Âge, et ce jusqu'à l'époque moderne, la seule raison qui permettait d'obtenir la dissolution d'un mariage, raison pour laquelle le mari devait fournir publiquement la preuve qu'il n'était pas atteint d'impuissance. Chose très difficile à prouver, érection et éjaculation devant témoins étant les principales preuves. À cet égard, les preuves du congrès, du latin congressus, pouvant signifier commerce charnel, consistaient à effectuer intégralement son devoir conjugal devant plusieurs témoins, et si nécessaire démontrer que l'époux incriminé pouvait obtenir une érection et une éjaculation sans difficulté. Cette épreuve s'est installée par la suite durablement en France au cours des XVIe et XVIIe siècles. Bien qu'utilisée aussi en Italie, cette épreuve était considérée, cocorico, comme une spécialité bien française. Cette épreuve a en tout cas fait scandale, tant par sa manière de procéder que par le fait qu'elle ne pouvait apporter, avec certitude, la preuve de l'impuissance totale et définitive d'un homme. L'Église, à l'époque et encore aujourd'hui, considère comme un péché l'utilisation d'un préservatif, ou tout du moins tout ce qui arrête le processus naturel de l'éjaculation. Mais les historiens ont également trouvé des traces de l'utilisation de préservatifs à l'époque médiévale, bien qu'ils aient existé dans l'Égypte antique. Même si le but premier était davantage de traiter les MST, maladies sexuellement transmissibles, qui faisaient des ravages. Laissez-moi vous dire que ces préservatifs n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Ils étaient fabriqués en effet à partir de vessies d'animaux, d'intestins ou bien de lin pour ceux constitués en tissu. Et contrairement à aujourd'hui, ils étaient réutilisés à l'infini. C'est au XVe siècle que Gabriel Falloppia, médecin italien, préconisa une protection en étoffe de lin enduite de pommade en raison de l'épidémie de syphilis qui frappait les populations d'Europe et en particulier les militaires. Louis XIV fera d'ailleurs évoluer ce modèle de préservatif en ajoutant le luxe d'une garniture de soie ou de velours. Bien que la masturbation soit considérée comme un péché, les gens continuaient à utiliser différents moyens pour se procurer du plaisir sexuel, notamment à l'aide de godemichés. Ce mot provient du latin médiéval gaudemii, qui signifie « donne-moi du plaisir ». Et s'il est difficile d'en retrouver mention dans les manuscrits datant du Moyen-Âge, il serait hâtif de conclure qu'il n'était pas utilisé à cette époque. On a découvert en effet que certaines femmes faisaient cuire des miches de pain jusqu'à ce qu'elles soient assez dures pour être utilisées comme godemichés. Il faut savoir que le Moyen-Âge prêtait des vertus thérapeutiques et anti-adultères à la masturbation. Utiliser des légumes ou des objets en bois n'était donc pas si rare que ça. Dès le XVe siècle, le godemiché va même être accaparé par l'industrie du luxe, et les XVIe et XVIIIe siècles vont donner naissance, selon les envies, à de magnifiques objets dont la fabrication sera confiée à des ébénistes, des orfèvres, l'ivoire étant très souvent privilégié, mais également à des verriers, à Murano en Italie notamment, la publicité étant assurée par la littérature mondaine de l'époque. Vers la fin du Moyen-Âge, l'âge minimum des fiançailles pour les jeunes filles était fixé à 7 ans, et l'âge du mariage à 12 ans par le droit ecclésiastique. Les garçons, quant à eux, ne pouvaient pas se marier avant 14 ans. Se marier jeune était normal à une époque où la durée de vie, ainsi que la durée de jeunesse, était très courte. Quoi qu'il en soit, les femmes étaient jugées sur leur virginité. Et si vous n'étiez pas vierge, eh bien vous n'étiez pas considéré comme pur. En conséquence, les futures épouses, qui étaient capables de se réserver jusqu'à leur mariage, se voyaient offrir un prix. En effet, les maris étaient censés offrir des cadeaux à leurs femmes après avoir consommé leur mariage en guise de récompense. Incroyable, mais au Moyen-Âge, le sexe était considéré comme un mal cependant nécessaire pour faire des bébés. Cela signifiait en gros que l'on pouvait avoir des relations sexuelles, mais uniquement parce qu'il le fallait bien pour la procréation et la diffusion du christianisme qui s'ensuivait automatiquement. On n'était donc pas censé
y prendre du plaisir, et si c'était le cas, eh bien cela était considéré comme un péché. À l'époque médiévale, et surtout à partir de la réforme grégorienne, la luxure fut en effet considérée comme l'un des péchés les plus scandaleux et les plus répréhensibles qui soient. L'historien Jean-Louis Flandrin, en dépouillant des pénitentiels, a établi le calendrier auquel devait se soumettre le couple marié pour l'union charnelle. Au Moyen-Âge, un ménage pieux ne pouvait ainsi accomplir l'acte sexuel que 91 jours par an, les jours d'impureté de la femme, que ce soit durant la grossesse, le postpartum ou les menstruations, les 3 carêmes, Noël, Pâques et la Pentecôte, mais aussi et surtout les jours d'abstinence, jeûne et prière étaient en effet impropres à l'union sexuelle. Grâce à l'Église, on apprend même à quel moment de la journée on peut s'abandonner à l'autre. Selon Platine, humaniste du XVe siècle, on doit éviter l'acte quand on est plein de vin ou d'autres viandes. Mais aussi quand on a l'estomac vide et quand on a très faim, car une personne trop maigre et sèche deviendra éthique et perdra sa chaleur naturelle. Toujours selon Platine, la bonne heure pour le faire est quand la nourriture est presque digérée, quand on n'a pas envie de dormir ou de faire autre chose. Ces mêmes pénitentiels, qui étaient en fait des livres rédigés à l'intention du clergé, afin de guider les clercs dans l'administration du sacrement de pénitence, prévoyaient justement des sanctions pour les couples n'appliquant pas ces prescriptions. Pour autant, le christianisme vécu était bien différent du christianisme pratiqué, les couples n'appliquant pas systématiquement ces recommandations. Dans l'Église catholique médiévale, la luxure des clercs était le plus souvent qualifiée d'incontinentia carnis, incontinence de la chair. Dans les procès menés par la papauté contre les prélats, archevêques, évêques et abbés au XIIIe siècle, et dans la première moitié du XIVe siècle, en l'occurrence durant l'époque qui correspond à l'apogée de la théocratie pontificale, l'accusation d'incontinence de la chair était par exemple la deuxième plus fréquente, derrière celle de lapidation des biens ecclésiastiques, et avant même celle de simonie, qui consistait en l'achat, la vente de biens spirituels, de sacrements, de postes hiérarchiques, de charges ecclésiastiques ou bien de services. Vous l'avez probablement vu venir, si la masturbation était considérée comme illégale, tout acte sexuel ne permettant pas de concevoir un enfant était également considéré comme un péché. Les relations sexuelles anales et orales étaient en conséquence formellement interdites. Saint Théodore de Tarse, qui vécut au 7e siècle et qui fut archevêque de Canterbury, dans le pénitentiel de Théodore, chapitre 2 sur la fornication, et qui est basé directement sur les enseignements écrits par son élève, dit la chose suivante concernant ces péchés malicieux. Celui qui éjacule dans la bouche d'un autre devrait faire pénitence pendant 7 ans. C'est la pire des malices. Il rajoute enfin que ceux qui ont été jugés en tant que tels devront se repentir de cela jusqu'à la fin de leur vie. Ces pratiques étaient donc toutes considérées comme des péchés, mais étaient toutefois condamnées de manière variable selon les régions. Ainsi, la masturbation n'était pas vraiment sanctionnée de la même façon lorsqu'elle était pratiquée seule ou avec une autre personne, manuellement ou bien à l'aide d'un instrument. Si celle des femmes était assez bien tolérée, s'amuser tout seul pour les hommes était pire que rompre le carême. Et la sodomie dans tout cela, eh bien étonnamment, l'homosexualité n'inquiétait pas plus que ça au début du Moyen-Âge, les clercs étant plus préoccupés à traquer la polygamie ou bien l'inceste. Mais au cours du XIIe siècle, elle va peu à peu être considérée comme la pire des abominations. Selon saint Thomas d'Aquin, c'était même une perversion proche du cannibalisme. Rien que ça. Bon nombre de croyances circulaient alors, l'homosexualité était contagieuse, elle aurait même été responsable de la défaite des croisés en Terre Sainte. Les maisons et les sociétés médiévales manquaient d'intimité et il était difficile pour les couples de trouver des endroits où ils pouvaient batifoler en toute quiétude. Contrairement à aujourd'hui, la séduction était l'apanage des hommes, c'était même un impératif social à l'époque. Pour les femmes, c'était une autre histoire. Le flirt était tentant, mais en abuser signifiait risquer une réputation de dévergondé, et ainsi de devenir beaucoup plus difficile à marier. Voir de jeunes gens s'éloigner pour s'amuser un peu n'était pourtant pas si rare que ça. Mais là encore, c'était monsieur qui était censé mener le bal. Ce qui commençait souvent par une simple accolade pouvait se terminer par des caresses sur les seins et le pubis, mais en aucun cas
la robe ne devait être soulevée, ce geste étant attribué aux violeurs ou bien aux couples établis. Le prétendant devait donc faire ses affaires en prenant en compte le tissu de sa promise, tout en espérant ne pas se montrer trop fougueux, ce qui aurait été synonyme pour lui d'un aller simple pour l'enfer. En effet, l'Église veillait au grain et la limite entre amourette et péché de luxure était souvent bien mince. C'est pourtant à cette époque où les bordels vont se multiplier comme des petits pains sur tout le royaume de France. Le développement des villes, l'arrivée de célibataires et de nouvelles classes sociales, artisans, manœuvriers et bourgeois, favorisant l'éclosion des maisons de plaisir. La plupart du temps, avec l'encouragement des municipalités qui trouvaient là un moyen d'apporter une certaine paix sociale au sein des cités. Le célibat des prêtres qui s'imposait peu à peu n'est pas non plus étranger au succès de ces nouveaux établissements spécialisés. À Dijon par exemple, au XVe siècle, les ecclésiastiques représentaient 20% de la clientèle des étuves et des petits bordels privés. Comme dit précédemment, la position du missionnaire était considérée comme la seule position sexuelle légale à l'époque médiévale. La femme se devait donc d'être passive et laisser toute initiative à l'homme. Selon l'Église, le reste est invention de l'incontinence et réduit les chances de procréation. Les positions déviantes sont dangereuses, elles provoquent la colère de Dieu. Ainsi sont donc proscrits le cheval érotique, la femme sur l'homme, ou bien la levrette, appelée à l'époque l'amour morécanide, littéralement à la manière des chiens. L'Église classait même les positions sexuelles en fonction du degré de péché. Heureusement, dès le XIIIe siècle, l'institution va s'adoucir quelque peu, l'essentiel étant que la semence soit émise dans le bon orifice et que l'épouse soit toujours en dessous et le mari dessus, et non pas l'inverse, au risque que toutes ces positions déviantes ne provoquent la colère de Dieu, l'outrage de l'ordre naturel, ou bien pire, des conceptions d'enfants monstrueux. Effectuer le missionnaire était une chose, encore fallait-il qu'il ne survienne pas un jour qui ne soit pas fête et veille de fête, semaine sainte ou bien fin de semaine, ce qui correspondait à environ le tiers de l'année, au final, bien peu de jours pour se faire du bien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. Également, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur l'icône Rejoindre. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.